L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises, c'est que lorsque tu poursuis un objectif, si tu es trop concentré sur cet objectif, tu vas oublier les gens, tu vas oublier le parcours. Donc j'ai découvert qu'à présent, se concentrer sur le processus et le parcours est bien plus important que l'objectif. Je suis très compétitif, mais être en compétition juste pour être en compétition te fera t'éparpiller. Si tu as un objectif clair pour ton entreprise, une mission précise, et que la compétition t'aide à l'atteindre, c'est très sain selon moi. Hey, tu vas adorer cette interview avec Matt Blocky. On parle de son cabinet Area, Equilibrium Wealth Advisors, de l'état du conseil financier en général, et reste jusqu'à la fin où on annonce une nouvelle entreprise qu'on lance ensemble. Bienvenue sur le podcast Matt Blocky. Merci de m'accueillir, je suis ravi d'être ici. Alors, commençons. Les gens, vous savez, ils entendent parler des services financiers, mais il existe tellement de formes différentes d'entreprises dans la finance. Vous avez fondé votre cabinet Equilibrium Wealth Advisors. Parlez à tout le monde des services que vous proposez et de l'ampleur que vous avez atteinte. Oui, très bien. Donc je travaille dans ce secteur, j'ai en fait commencé comme stagiaire dans un grand groupe d'assurance et de courtage en 2008-2009. Donc je suis dans le secteur depuis, presque 14 ans, et j'ai constaté qu'une grande partie du secteur est maintenant très banalisée. Il y a certains produits et il y a certaines stratégies d'investissement, mais ce que nous avons vraiment essayé de développer, c'est d'avoir un processus qui tient compte de la fatigue décisionnelle. Donc au quotidien, beaucoup de clients doivent prendre des milliers de décisions de ce qu'ils portent à ce qu'ils écoutent. Et d'un point de vue financier, c'est très accablant avec toutes les options qui existent. Quand on y réfléchit vraiment, les clients ont peut-être 3 ou 4 objectifs extrêmement importants et non négociables qu'ils veulent atteindre, que ce soit à long terme ou à court terme. Notre cabinet vise à éliminer le superflu, simplifier la complexité et garantir l'atteinte des objectifs de nos clients. Nous faisons tout le reste, de la gestion de patrimoine à la gestion des risques, en passant par le conseil en fiscalité et en planification successorale. En résumé, notre atout majeur est d'être présent quand il le faut et de réduire le stress et la fatigue décisionnelle liés aux choix financiers. Et c'est vraiment intéressant que vous ayez dit que le secteur a la possibilité ou le potentiel d'être banalisé, parce que j'ai toujours tendance à voir le monde selon deux extrêmes différents. Il y a des gens qui évoluent exactement dans le même domaine. Si vous êtes dans le secteur de la restauration, il y a beaucoup de restaurants, c'est extrêmement compétitif, et si votre restaurant se démarque vraiment, c'est quelque chose d'énorme. C'est pareil dans le conseil en gestion de patrimoine, où vous pouvez aussi être la seule personne à envoyer des fusées dans l'espace et les faire revenir sur Terre. Ces deux extrêmes nécessitent tous les deux des entrepreneurs exceptionnels, mais ils jouent à un jeu un peu différent pour y parvenir. Pouvez-vous parler un peu plus de ce qui fait que le secteur du conseil en gestion de patrimoine, du conseil financier, s'est banalisé et à quel moment vous avez eu le déclic qu'il fallait vraiment vous démarquer fortement? Oui, bien sûr. Il y a de nombreuses études qui ont montré que, d'un point de vue performance, il est presque impossible de battre les indices. Alors vous savez, les investisseurs vont chercher sur Google et se demander pourquoi ne pas simplement placer notre argent dans des fonds indiciels. C'est un exemple parfait. Je suis un fervent partisan de frais peu élevés et de l'investissement indiciel dans la majorité des cas. Et puis, il y a tellement d'entreprises fintech qui sont apparues, comme les robots conseillers qui peuvent gérer et rééquilibrer automatiquement les portefeuilles. Et puis d'autres logiciels pour la gestion du budget, des flux de trésorerie et la planification fiscale, mais au bout du compte, nous restons tous des humains. L'être humain est très émotif, et parfois, des décisions très importantes à long terme se prennent sous le coup de l'émotion. Donc nous reprenons et utilisons toutes ces technologies et ces principes importants accessibles au grand public pour nous développer à grande échelle. Mais pas moi. Nous sommes dans une industrie très particulière où les finances sont la première source de stress. Vous savez, le stress dans la vie de la plupart des gens est la raison pour laquelle la plupart des mariages se terminent, pourquoi les gens financent ou non l'éducation de leurs enfants ou ont un héritage qu'ils souhaitent laisser à leurs enfants. Et avoir un conseiller pour les guider à travers ces décisions, pas seulement pour gérer un portefeuille ou remplir une déclaration d'impôt ou passer un ordre pour eux, mais pour rassembler toute cette complexité dans un plan financier. Donc, j'utilise toujours cette analogie. Nos clients sont les PDG de leur propre vie. Ils décident de ce qu'ils veulent faire, de la façon dont ils veulent vivre. Nous sommes le directeur financier, ce qui signifie qu'ils nous ont confié la mise en œuvre pour économiser leur seule ressource non renouvelable, leur temps. Mais plus important encore, c'est de rendre compte au PDG.
Il faut les informer, adapter le plan à l'évolution de leur vie et éviter qu'ils prennent des décisions émotionnelles nuisibles. Et ce que j'ai toujours pensé, vous savez, si j'imagine dans ma tête, quand on utilise un robot conseiller ou qu'on achète simplement sa sélection de fonds indiciels ou d'ETF sur Vanguard, vous-même, en fait, vous êtes probablement assis dans une des pièces de votre maison en train de faire ça tout seul. Et comme vous le dites, en tant qu'être sociaux et émotifs, il y a toujours une part de vous qui fixe les murs en espérant ne pas avoir pris la mauvaise décision. Et j'espère que je n'ai pas, vous savez, tout gâché en faisant une erreur facile et évitable. Et la tranquillité d'esprit qui vient du fait de se dire, d'accord, cette personne y pense tout le temps. J'y pense un centième de mon temps parce que je jongle avec 18 autres choses en même temps. C'est sûr. Oui, je pense que la plus grosse erreur parce qu'une grande partie de notre clientèle est, et on se concentre, on parlera d'une nouvelle entreprise qu'on lance pour améliorer la culture financière en général, mais beaucoup de nos clients sont aisés, c'est-à-dire qu'ils sont probablement déjà sur la bonne voie. Ils ont les ressources pour rester sur la bonne voie. Il existe un aspect artistique dans la planification financière qu'un ordinateur ne pourra jamais, selon moi, reproduire. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, nous avons de nombreux clients qui sont actuellement à la retraite et qui, en gros, ont accumulé trop d'actifs, je dirais. Avoir leur point de vue sur les 30 dernières années a été incroyable. Par exemple, prenons deux médecins ayant accumulé entre 10 et 20 millions de dollars de patrimoine net. Il y a quelques préoccupations de santé à prendre en compte. Donc on parle de la retraite et ils ne veulent pas en parler. Vous savez, à 65 ans, leurs enfants ont grandi. Ils ont plus de temps libre que jamais. Leur capacité intellectuelle est littéralement à son apogée. Ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment être médecins. Ils n'ont pas besoin de travailler, ils veulent travailler. Donc en général, ils continuent tant que leur santé le permet. Et donc vous savez, en repensant aux conseils que nous aurions pu leur donner ces 30 dernières années, je pense à quelques clients en particulier. Ils n'ont jamais voyagé là où ils voulaient aller. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas aller au restaurant. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas, vous savez, faire des vacances luxueuses. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas, vous savez, trouver des centaines d'excuses différentes. Donc on voit des situations de clients devenir tellement déséquilibrées. Les meilleurs épargnants sont ceux qui savent le moins dépenser. Avoir quelqu'un pour les aider est essentiel, car ces clients ne récupéreront pas ces 30 ans, mais honnêtement, si ces clients avaient 5 millions de dollars à la retraite, ils auraient le même niveau de vie qu'avec 20 millions. Mais imaginez comme leur trentaine, leur quarantaine et leur cinquantaine auraient pu être bien différentes quand leurs enfants vivaient encore chez eux alors qu'ils étaient en jeunes et en bonne santé. Et ils auraient pu réaliser certaines choses de leur bucket list s'ils avaient eu cette interaction humaine et, vous savez, cette réduction de la fatigue décisionnelle et vraiment cette diminution de la peur de penser qu'il faut tout économiser, tout acheter avec des coupons et ils ont juste accumulé trop de richesses. Maintenant, ils sont dans une bonne situation. Beaucoup de gens disent « Eh bien, les pauvres ». On ne peut pas récupérer ce temps-là. Et c'est ça qui est fou dans la vie et dans la façon dont les finances s'y intègrent. Chaque décision a une conséquence. Pour un tel personnage, même des clients retraités semblent devoir obtenir la validation d'un regard extérieur. C'est un peu comme dire « Hé, tu peux dépenser un peu de cet argent et tu ne vas pas en manquer à la fin de ta vie », ce qui peut être une source d'angoisse en soi. Et tu sais, avoir relativement confiance dans le fait que tu n'es pas en train de gâcher tout le travail que tu as fait pour économiser. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Alors parlons du fait de commencer chez une grande société de courtage, puis de partir pour créer ta propre entreprise, des défis associés à cela et des succès que tu as eus depuis que c'est arrivé. Parce que tu sais, rien que d'y arriver après 14 ans dans le secteur fait de toi une exception. Mais ensuite, partir et créer ta propre entreprise avec succès, en dehors du cadre de la société de courtage où tu as commencé, c'est encore plus exceptionnel dans un secteur très compétitif. Alors, peux-tu parler précisément de cette décision, des défis qui l'ont accompagnée et du résultat que ça a donné? Oui, bien sûr, absolument. Donc la société de courtage était un excellent cadre pour apprendre, tu sais, les systèmes, la discipline et recevoir beaucoup d'enseignements sur les bases de la planification financière. Au final, notamment dans la planification financière, nous avons constaté que le conseil que vous pouvez fournir et le fait de vous confier tout ce qui peut l'être est la chose la plus importante que recherche un client, surtout avec le type de clientèle pour laquelle nous travaillons. Et donc au final, chez un courtier négociant, pour que de grandes entreprises existent, elles ont certains produits qu'elles doivent vendre et, vous savez, certains indicateurs qu'elles doivent atteindre pour, vous savez, pour rendre compte à leurs actionnaires, qu'elles soient les privés ou cotés en bourse. Et nous avons constaté qu'à un certain moment, nous voulions vraiment nous concentrer sur le conseil et la mise en œuvre pour nos clients.
Pouvoir n'avoir qu'une seule casquette pour nos clients a été décisif pour lancer notre propre RIA, qui signifie simplement avoir une obligation fiduciaire. Tout ce que vous faites ou dites doit servir au mieux les intérêts des clients, tout au long de la relation, pas seulement lors d'une transaction. Comment le passage de l'ancien modèle à la RIA modifie-t-il concrètement le modèle économique de votre entreprise? Par exemple, quelle est la source de vos honoraires? D'où proviennent vos revenus lorsque ce changement a lieu? Oui, excellente question. Il existe trois types de conseillers, ceux rémunérés uniquement par honoraires et ceux facturant à l'heure. Certains conseillers hybrides perçoivent un pourcentage fixe de l'actif sous gestion et touchent aussi des commissions sur les placements. Et puis il y a ceux qui sont uniquement rémunérés par des honoraires du point de vue des investissements, où il s'agit simplement de frais de gestion forfaitaires, c'est-à-dire un pourcentage des actifs gérés. Et c'est dans cette troisième catégorie que nous opérons. Et la raison derrière cela, c'est que nous avons pris la décision d'abandonner nos autorisations à percevoir des commissions lorsque nous avons quitté notre ancien broker-dealer et lancé notre propre RIAT. Nous voulions garder les choses simples, transparentes, et nous voulions vraiment travailler avec une certaine catégorie de clientèle à qui nous pouvons offrir tous ces services. Et l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire cela et non pas à l'heure, c'est qu'avec l'émotion, vous savez, je n'appelle mon avocate que lorsque j'en ai vraiment besoin parce qu'elle coûte presque 600 $ de l'heure. Souvent, j'aurais besoin de mon avocate, mais je ne l'appelle pas, ou j'essaye de faire moi-même le travail d'une avocate pour économiser les frais. Donc, pour les finances, on ne veut jamais avoir à penser à ça. C'est pourquoi nous facturons un pourcentage fixe. Ce pourcentage diminue plus vous avez d'actifs. Et nous voulons être là quand les clients ont besoin de nous. Donc si nous sommes entre deux rendez-vous réguliers, trimestriels ou semestriels, et qu'un client a une question, vous savez, nous sommes là. Et cette organisation est vraiment délibérée et réfléchie en fonction de la clientèle avec laquelle nous travaillons. Et ça aussi, c'est une leçon intemporelle. Que vous dirigiez une agence comme moi et Hannah, une société de gestion de patrimoine comme la vôtre, ou tout autre type de prestataire de services, vous allez en partie attirer les clients pour lesquels vous avez optimisé votre entreprise et vos honoraires. Si vous proposez seulement les prix les plus bas, vous attirerez ceux qui cherchent uniquement des bonnes affaires et comparent partout, et qui essaient en quelque sorte de tirer un maximum de jus de chaque fruit qu'ils trouvent. À l'inverse de ces personnes, ce n'est pas qu'ils soient complètement insensibles au prix, mais ils recherchent plutôt un service haut de gamme avec un accompagnement personnalisé. Et ils comprennent que le compromis de payer peut-être un peu plus chez vous sur une base annuelle leur garantit en fait la tranquillité d'esprit, ce genre de choses que vous mettez en avant dans votre service. Bien sûr, selon moi, chaque modèle a ses avantages et inconvénients. Je pense que le premier modèle, le modèle horaire, la raison pour laquelle nous l'avons évité, c'est que nous ne voulions pas donner cette impression d'avocat où, vous savez, et je n'ai rien contre les avocats, mais mon avocate vaut 10 fois ses honoraires, c'est certain, simplement en donnant de bons conseils et en assurant une bonne mise en œuvre. Dans la planification financière, souvent, on rencontre un client potentiel, il paie un accompagnement à l'heure, repart avec un dossier conséquent et dit « C'est super, il y a de bons conseils. Alors dites-moi, qu'avez-vous mis en place ?» Mais au final, il n'a rien fait. Personnellement, ça me rend fou car un plan n'en est pas un tant qu'il n'est pas appliqué. Je dirais que la deuxième composante la plus importante de notre proposition de valeur, c'est notre suivi et notre efficacité à faire avancer les choses. On ne peut jamais sous-estimer un chef d'orchestre qui coordonne vos impôts, votre avocat et vos testaments, et qui arrive vraiment à mener réellement tous ces éléments jusqu'au bout. Parce que le type de clientèle avec lequel nous travaillons n'a pas le temps de penser à tout ça, encore moins de faire les démarches nécessaires pour que ce soit fait. C'est comme ça que notre cabinet est structuré et pourquoi nous avons choisi ce modèle. Mais cela ne signifie pas que les autres modèles ne marchent pas. Le deuxième modèle, celui des commissions, au final il y a des conflits d'intérêts dans chaque modèle, mais je pense que les conflits d'intérêts sont les plus élevés dans ce deuxième cas, où une partie de votre rémunération provient uniquement d'honoraires et l'autre de commissions. On choisit souvent les solutions les plus avantageuses car c'est humain avec des incitations de base. Les entreprises utilisant ces modèles peuvent influencer et ajuster la situation. Les vendeurs doivent atteindre des objectifs pour faire progresser les chiffres de l'entreprise. Donc, ce qui est vraiment intéressant, et je suppose que vous pouvez me dire si vous voyez les choses de la même façon, le modèle à l'heure pour quelque chose comme le conseil en gestion de patrimoine, ce n'est pas quelque chose de ponctuel avec une fin précise quand on parle de gestion de patrimoine. Parce qu'il y a l'accumulation, il y a les étapes tout au long du parcours, puis il y a la retraite. Comment est-ce que je fais pour puiser dans le capital que j'ai constitué?
Alors que, et ce n'est pas le cas de tous les avocats, c'est génial d'avoir un avocat avec des contacts très importants qui travaille avec vous depuis très longtemps et d'obtenir ainsi une base de connaissances qui se développe avec le temps. Ils peuvent aussi avoir une mission précise, par exemple, j'ai besoin que ce contrat soit rédigé et cet accord conclu selon ces termes. Et c'est, vous savez, l'accord est conclu ou le contrat est signé ou peu importe, le testament est rédigé et c'est fini, c'est terminé. Alors que le service ici, vraiment, vous savez, peut-être que vous remettez ce dossier et que chaque élément du plan est mis en œuvre et maintenant tout est prêt à démarrer, mais les choses vont évoluer par la suite. Malheureusement, les gens ont plus d'enfants, divorcent, vendent leur entreprise et vivent d'autres événements similaires. Chaque fois que je pense que ce client est bien et qu'on n'a pas vraiment de raison de se voir, on lui propose quand même une rencontre. Lors de ces réunions, je pense que tout va bien, mais on finit toujours par se voir. On ne veut pas se voir sans raison, mais chacun apprécie qu'on prenne de ses nouvelles, une accolade et un compte-rendu. Mon plan avance-t-il? Ce sont toujours ces réunions avec 10 ou 20 suivis car tant de choses ont changé. La vie va tellement vite. Alors, peux-tu donner aux gens ton point de vue? Je veux dire, une de mes choses préférées, et je sais que tu es aussi fan de la NBA, c'est quand une des stars de la ligue fait un clin d'œil à un jeune joueur. Par exemple, c'était Kevin Durant qui a mis Devin Booker en avant comme le prochain joueur à suivre. Il a dit, c'est quelqu'un à suivre. Il a ce petit truc en plus, peu importe ce que c'est. Et tu sais, il avait raison avant beaucoup de monde, parce qu'il sait vraiment, parce qu'il est sur le terrain, ce qui se passe dans ce domaine. Tu es l'un des conseillers en gestion de patrimoine les plus performants et en pleine ascension dans tout le pays. Je vais me charger de te lancer des fleurs ici. Peux-tu, sans être péjoratif, donner aux gens une vue d'ensemble de tout le spectre, des débutants et des difficultés auxquelles ils font face, à ceux qui sont au milieu du parcours, jusqu'à ceux qui sont dans le métier depuis un certain temps? À quoi ressemble, selon toi, l'état du conseil en gestion de patrimoine? Et tu sais, il ne s'agit pas forcément de dire, hé, auditeur, voici le type de conseiller en gestion de patrimoine que vous devriez choisir, mais plutôt d'expliquer quels sont les différents avantages et inconvénients de ces différents types d'entreprises. Oui, bien sûr. Il y a donc les grandes sociétés de courtage et aussi ceux du secteur de l'assurance, qui ont de très bons modèles économiques. Je parle de modèles économiques, car ils sont très rentables pour les entreprises. Ils ont de gros moyens financiers. Ils vont recruter, vous savez, des jeunes tout juste sortis de l'université qui rejoignent leur entreprise. Vous savez, on leur promet l'entrepreneuriat, des opportunités illimitées. On leur dit qu'ils vont pouvoir gérer leur propre entreprise. En fait, ils doivent appeler leurs proches et chercher des clients, ce qui est difficile. Je l'ai fait et je ne le souhaiterais à personne. Je ne sais pas si je le referai. Évidemment, je ne le referai pas, mais c'était difficile. Donc c'est là que, vous savez, la majorité, si on regarde combien de conseillers sont recrutés dans le secteur, c'est là que ça se passe en ce moment. Et je pense que la statistique est d'environ 3 ou 4% de ceux-là. Donc 3 ou 4 sur 100 de ces conseillers réussissent vraiment et en font une carrière. Les 96-97% restants échouent, et les entreprises qui les ont recrutés gardent les amis et la famille comme clients et conservent ces contrats ou comptes d'investissement dans leur portefeuille pour toujours. Ils réalisent ensuite près de 100% de profit, un excellent modèle économique. À mon avis, ce n'est pas bon pour le secteur, surtout avec les personnalités, peu importe la génération, milléniaux ou après. Je ne suis pas tout cela de près. Mais j'ai constaté que, vous savez, les jeunes qui sortent de l'université sont très talentueux. Évidemment, la plupart des jeunes qui sortent de l'université en ce moment, vous savez, ils veulent un salaire de base. Ils veulent avoir une trajectoire de carrière. Ils veulent s'informer sans forcément appeler leurs proches ou se lancer dans la vente. Il y a donc eu un grand mouvement vers le monde des RIA. De grandes équipes ont quitté les grands broker-dealers pour créer leur propre société privée enregistrée à la SEC. Ces entreprises offrent aux jeunes la possibilité de devenir conseiller junior, puis conseiller principal, tout en apprenant la planification financière. Donc ce sont vraiment les deux modèles. Il y a le modèle impitoyable, soit vous réussissez, soit vous échouez. Ou alors il y a l'option d'être mentoré par un conseiller expérimenté ou une équipe déjà en place, et de réussir de cette façon. Et il y a aussi une génération de conseillers qui sont dans le métier depuis 20 à 30 ans. Et grâce à leur capacité à continuer de percevoir ces honoraires, ils sont en quelque sorte en pilotage automatique. Ils ne sont pas forcément en train de croître. Ils ont leurs clients qu'ils gèrent et ils ne cherchent même pas forcément à aller démarcher de nouveaux clients parce que l'activité a déjà son propre élan. C'est surtout une question de relation. De nombreux conseillers se limitent à gérer des actifs et à percevoir des honoraires sans offrir autant de valeur qu'une personne jeune et ambitieuse qui traiterait 10 aspects du plan financier, et pas seulement les investissements.
Donc, un autre élément qui a contribué à ton succès hors norme, c'est ta capacité à faire exactement ce que tu viens de dire. Dans ce deuxième modèle, fais venir de jeunes conseillers juniors, commence à les faire s'occuper de ta liste de clients, propose, tu sais, un service très personnalisé, là où tu ne peux pas te démultiplier à l'infini et aussi évoluer vers un très bon poste, où ils peuvent t'offrir ce type de planification financière. Peux-tu expliquer comment tu as fait cela? Oui, donc j'ai fait ça par essai et erreur. Tu sais, d'abord, on a constaté que dans n'importe quelle entreprise que tu diriges, c'est important que tout le monde rame dans la même direction sur un seul bateau. Tu ne peux pas avoir le vaisseau principal et puis un petit canot à côté, ou peut-être que ce conseiller rame dans une autre direction. Et vraiment, ils vont se faire entraîner, mais ça crée beaucoup de friction. Si tout le monde est sur le bateau principal et rame ensemble, il suffit de vérifier l'alignement. Il y a des philosophies partagées, des valeurs communes, donc il y a un énorme aspect psychologique pour garantir le succès. Et en ce moment, nous avons 3 conseillers référents dans notre équipe. Et ces 3-là viennent tous, vous savez, de la situation dont j'ai parlé, vous savez, en essayant de lancer leur propre cabinet par eux-mêmes. Pour cette entreprise, ils ne sont pas les meilleurs éléments, mais pour la nôtre, ce sont de loin les meilleurs car ils sont très passionnés par la planification financière, aider les gens et agir dans leur meilleur intérêt. Certains d'entre eux peuvent conclure des ventes, mais ce n'est pas leur rôle. Leur travail ici, c'est que nous voulons que toute l'entreprise soit le moteur de notre service et des conseils que nous fournissons, et simplement du processus que nous offrons à nos clients. Ils aiment tellement cela que le bouche à oreille va naturellement générer des recommandations. Notre équipe souhaite simplement que nos conseillers accueillent chaleureusement et offrent la meilleure valeur à nos clients. Et simplement adopter ce changement de mentalité a permis à cette approche de réussir, au lieu de dire «Eh, viens en tant que conseiller, va chercher 100 clients et tu seras payé pour ça». Non, c'est «Eh, tu seras payé quoi qu'il arrive». Occupe-toi simplement de nos clients actuels et prends soin d'eux du mieux possible. La fidélisation des clients est désormais un indicateur clé dans une entreprise comme la vôtre. Absolument. Et c'est, vous savez, en partie la raison de ce chiffre incroyable que je vais répéter. 96 à 97% des personnes qui commencent dans ce secteur finissent par partir au bout d'un certain temps. Le facteur temps est important parce que, premièrement, si vous commencez très jeune, tous vos amis et votre famille que vous contactez, une partie d'entre eux sont aussi jeunes, sans actifs à gérer, sans capacité à faire beaucoup de planification financière. De plus, vous n'avez pas la réputation et certains sont rassurés de voir une personne aux cheveux gris leur dire quoi faire de leur argent, pensant elle a de l'expérience, elle a déjà vu beaucoup de choses. Ce jeune en costume mal ajusté n'a probablement pas forcément tout le contexte nécessaire pour élaborer un excellent plan financier. Mais lorsqu'ils rejoignent un cabinet de gestion de patrimoine établi comme le vôtre, il n'y a pas seulement le portefeuille de clients déjà existant, mais aussi le potentiel de recommandation est déjà là. Un prospect vous contacte grâce aux années de travail de qualité accomplie, ce qui vous permet de continuer à croître. Bien sûr, et je pense que c'est la responsabilité du propriétaire du cabinet de s'assurer que les valeurs sont respectées et de veiller à ce que les incitations favorisent une victoire collective. Peu importe quel conseiller apporte des clients, tout le monde progresse quand tout le cabinet progresse. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est important pour n'importe quel modèle d'entreprise, simplement de s'assurer que les incitations, les intérêts, les valeurs, les philosophies soient alignés. S'ils prétendent que c'est le cas alors que ça ne l'est pas, cela finira par se voir. Donc il y a certains conseillers qui se contentent de gérer les actifs sous gestion. Ils ne font pas vraiment beaucoup d'efforts. Des personnes comme toi continuent de développer l'entreprise, de recruter et de grandir, tandis que d'autres disent «Eh, ça suffit». Tu n'es pas de ceux-là. Tu as décidé de lancer une autre entreprise. Peux-tu nous parler de cette idée? C'est sur le lancement de l'autre entreprise ou l'état d'esprit? Non. C'est le début de Wealth Advisor Training. Quelle est la cause du train? Ouais, je pense que, tu sais, l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises, c'est que lorsque vous essayez d'atteindre un objectif, si vous êtes tellement concentré sur cet objectif, vous allez oublier les gens, vous allez oublier le parcours. Et lorsque l'objectif est atteint, ce qui, je crois beaucoup aux objectifs, ne vous méprenez pas. Vous savez, écrivez-les, lisez-les tous les jours. Et chaque fois que j'ai fait ça, disons 99% en du temps, j'ai atteint mes objectifs. Ce que j'ai constaté, c'est que lorsque je deviens tellement concentré sur ces objectifs, cet objectif, la célébration de cela, vous savez, peut-être que vous êtes sur une scène, peut-être que vous donnez une conférence, ça ne dure que 10 minutes.
En général, si c'est trop célébré, cela cause des problèmes et attire l'attention. D'un coup, votre agenda se remplit d'autres personnes qui veulent être votre temps et vos conseils. Donc j'ai constaté qu'aujourd'hui, se concentrer sur le processus et le parcours est bien plus important que l'objectif. Et donc je suis quelqu'un de très compétitif, mais si vous ne faites que rivaliser pour le simple fait de rivaliser, vous allez finir par vous égarer dans des impasses. Mais si vous avez un objectif clair pour votre entreprise, une mission claire, et que la concurrence sert de catalyseur pour atteindre cet objectif, alors c'est quelque chose de très sain, à mon avis. Mais il est très facile de perdre cet équilibre. Il est très facile que les objectifs déséquilibrent votre vie actuelle. C'est donc quelque chose à laquelle je pense vraiment chaque jour. J'essaie de rester présent. Tout en visant des objectifs, il faut profiter du parcours et penser à l'avenir. La planification financière présente aussi ses paradoxes. Donc pour ces raisons, nous avons des objectifs très ambitieux pour Edobea concernant la façon de nous développer, de croître, de rester une entreprise de premier plan et d'atteindre, vous savez, le sommet simplement pour nous assurer que nous pouvons servir au mieux les intérêts de nos clients à la bonne échelle. Beaucoup de conseillers nous ont demandé comment faire certaines choses. Nous lançons donc avec enthousiasme notre nouvelle entreprise, Wealth Advisor Training. Et cela va essentiellement offrir à chacun une vision transparente de ce qui se passe en coulisses chez EWA. Comment formons-nous nos conseillers? Comment obtenons-nous et conservons-nous de nouvelles affaires? Comment collaborons-nous avec des conseillers plus âgés lors de leur retraite et faisons-nous en sorte que leur clientèle reste dans notre cabinet? Chaque problème que j'ai vu dans le secteur, nous voulons l'aborder sous un format vidéo, le diffuser à grande échelle, le rendre accessible au public et aider d'autres conseillers. Faire évoluer leur cabinet et s'améliorer pour leurs clients. J'ai constaté que, vous savez, nous avons fait quelques exercices pour comprendre pourquoi ce que nous faisons est important. Et on se demande pourquoi, et on creuse 7 ou 8 niveaux en profondeur. Et au final, je crois que la planification financière, c'est quelque chose de très important. Pas seulement pour obtenir un excellent taux de rendement ou faire croître le patrimoine de quelqu'un, mais si vous soulagez le stress financier d'un médecin ou d'un cadre, et que ce médecin a un impact sur la vie de milliers de patients. Cette personne travaille bien mieux car vous avez réduit son stress financier. Il en va de même pour un chef d'entreprise. C'est une valeur incroyable qui peut être transmise de la famille à la communauté et impacter tant de vies. Nous voulons développer cela à grande échelle et aider d'autres conseillers à faire croître leur cabinet et à offrir les meilleurs conseils à leurs clients. Vous l'avez dit, les finances sont souvent la principale source de stress dans les mariages. C'est difficile. Vous ne pouvez pas forcément, vous savez, cocher des cases dans votre carnet concernant les mariages. Pas de façon explicite, mais implicitement, en soulageant ce stress financier pour les gens, en faisant en sorte que ce ne soit plus un problème ou que ce soit une préoccupation bien moindre pour eux. Vous aidez les familles de la même manière. Les possibilités sont infinies, je suis d'accord. Wealth Advisor Training, nous sommes partenaires dans cette activité. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste. Parlez précisément de la façon dont une équipe pour une nouvelle entreprise comme celle-ci se forme, étant donné que vous avez déjà lancé des entreprises par le passé. Donc, quand vous réfléchissez à une équipe fondatrice, quand vous pensez aux éléments qui la composent, il y a à la fois l'instinct de prendre votre part de l'entreprise, mais aussi de vous assurer que les bons partenaires sont là, que les gens bénéficient d'incitations adaptées. Vous évoquez les incitations lors de l'intégration de conseillers juniors dans votre cabinet de gestion de patrimoine. C'est une entreprise différente, mais vous réfléchissez aussi à ces incitations et au type d'actions et d'interactions qui en découleront. Oui, absolument. Donc lorsque vous lancez une nouvelle entreprise, les partenaires et les personnes impliquées sont vraiment essentiels. Je pense que tout le monde doit être aligné avec la culture. On parle d'une vision à 10 ans, à 3 ans, puis à 1 an qu'on décline en objectifs trimestriels et en tableau de bord hebdomadaire. Donc il faut s'assurer que tout le monde adhère d'abord à la raison d'être de l'entreprise. Est-ce que tout le monde est aligné? Est-ce que tout le monde est motivé et enthousiaste à ce sujet? Et avec toute start-up, cela demande énormément de résolution de problèmes. J'ai toujours entendu cette citation. Tout le monde est quelqu'un qui repère les problèmes. Très peu de personnes sont orientées vers les solutions. Choisir des partenaires capables de résoudre les problèmes, pas seulement de les identifier, est selon moi le facteur le plus important. Alors, peux-tu parler de la façon dont nous le déployons? Quel est le processus de réflexion pour lancer quelque chose comme ça? Est-ce que tout est entièrement en place et qu'ensuite les gens viendront? Est-ce que c'est comme assembler le parachute pendant qu'on saute de l'avion? Oui, c'est un peu des deux. Je pense que tu sais, la partie la plus importante, c'est d'avoir une très bonne structure, une très bonne base, mais c'est un processus d'apprentissage pour comprendre ce que le client veut et dont il a besoin.
Et puis, dans ce type d'entreprise, la fidélisation est essentielle. Donc, il n'y a pas de contrat. Si tu paies un abonnement mensuel, il doit y avoir suffisamment de valeur pour que les clients restent fidèles. Et obtenir des retours continus et s'ajuster au quotidien chaque semaine sera essentiel pour réussir. En installant la plateforme vidéo, ce qui m'a surtout intrigué, c'est le nombre de ces éléments. Juste des sujets de planification financière de base, un budget, la décision de louer ou d'acheter une maison, ce genre de choses. Que vous savez, le broker-dealer n'est pas forcément incité à faire de la planification financière une priorité dans la formation de ce nouveau conseiller, ni à l'y immerger pleinement. Comment faire de la planification financière simplement à cause des incitations qui existent et, franchement, des contraintes de temps. Mais si quelqu'un est conseiller junior chez le RIA et que vous envisagez de le faire progresser pour qu'il devienne conseiller principal capable de gérer une liste de clients, la capacité de parler de chacun de ces points et aussi, en quelque sorte, d'imiter le langage de quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine. Tu travailles depuis 14 ans et tu as combien de certifications? On dirait une soupe de lettres après ton nom. La formation continue compte, mais j'en ai déjà 3. Oui. Donc, tu as fait le travail pour te forger un vrai point de vue sur ces différents principes pour concevoir ta vie financière. Et ce n'est pas que tu dises que c'est la seule façon de penser au remboursement des prêts étudiants ou la seule façon de réfléchir à ce genre de choses. Mais voici les principes qui sous-tendent cette recommandation spécifique que nous avons tendance à faire à nos clients. Pourquoi nous y pensons de cette manière? Et voici comment nous leur expliquons réellement. Pour que nous puissions approfondir la théorie et la philosophie qui la sous-tendent, vous savez, je suis content que les professeurs se réunissent et discutent du type de cellules impliquées dans ce type de cancer complexe. Je veux juste savoir quel est le traitement, quelles sont les chances de succès et comment ça va vraiment se passer avec ce traitement. Oui, il y a plusieurs choses à ajouter à ça, Aaron. Donc je dirais que lorsque j'ai suivi la formation dans mon ancienne entreprise, j'ai probablement utilisé, disons, entre 2 et 5% de ce qu'ils m'ont appris. Et c'était très axé sur le produit. Les 95% restants, je devais soit les apprendre par moi-même tout en gérant, tu sais, 60 à 80 rendez-vous par mois sans assistant, en improvisant complètement. Ou alors en assistant à des conférences de vrais conseillers qui étaient dans le métier depuis 10 ou 20 ans. Et ces conférences et les recherches, aussi pénibles qu'elles aient été, ont été les choses les plus marquantes. C'est de là que, vous savez, 95% de ce que je disais aux clients, des conseils que nous recevions ou simplement de l'éducation générale provenaient d'eux. Il y a encore ce vieux modèle. On vous donne une boîte à chaussures pour stocker vos contacts à appeler tous les 6 mois. C'est une approche centrée produit, typique de la vente d'assurance. Ce système existe aussi aujourd'hui pour un planificateur financier. Et les chiffres et les ratios ne sont tout simplement pas les mêmes si vous essayez simplement de vendre un produit comparé au fait d'agir comme le planificateur financier qui joue le rôle de chef d'orchestre. C'est une relation très intime avec un client. Et il est fort probable qu'il vous recommandera à ses amis et à sa famille si vous faites du bon travail. Demander cela pourrait gâcher cette chance, mais en travaillant bien et laissant la relation évoluer, de bonnes choses arriveront. Donc, une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette entreprise, c'est qu'il existe un ancien modèle qui n'a pas vraiment été mis à jour depuis 50 ans. Il y a aussi la réalité. Ces agents d'assurance, conseillers fiscaux, planificateurs financiers et gestionnaires d'investissement ont vraiment. Certaines entreprises ont fusionné tous ces services en un seul, mais il n'y a vraiment aucune formule ou système derrière. Vous savez comment obtenir de nouveaux clients ou comment on s'y prend? Et cela rendra fou quelqu'un qui est un bon planificateur financier en essayant de suivre ces chiffres, parce que vous allez vous retrouver submergé de travail et vous n'arriverez jamais à suivre. Donc c'est l'une des raisons. Offrir une voie claire à ceux souhaitant faire de la planification financière sans être de simples vendeurs de produits. Quels sont les systèmes et les habitudes et quels sont les conseils que vous devez suivre? Et puis, il y a aussi beaucoup de convictions parce qu'on m'a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies, mais l'une d'elles était que si vous n'obtenez pas de recommandations, vous allez échouer dans ce métier. Je me concentre sur les conseils et l'éducation. Et j'ai constaté que si j'obtenais une ou deux personnes recommandées qui m'appelaient, cela avait la même valeur que, vous savez, le conseiller du coin qui obtenait 200 contacts extorqués du téléphone de quelqu'un. C'est une nuance importante parce que si les gens ne sont pas dans le secteur, ils ne comprennent pas vraiment la subtilité de ce que vous venez de dire. Donc je vais simplement le reformuler d'une autre manière. Est-ce que dans la formation, à la fin de chaque réunion, on demande à qui pouvez-vous me présenter? Présentez-moi 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Et c'est un peu comme, vous savez, c'est comme dans ce jeu d'opération où vous essayez de retirer quelque chose, vous y allez en essayant d'extraire, n'est-ce pas? Et ce que tu dis, c'est que non seulement c'est différent quand quelqu'un simplement à cause de la qualité du service, décide de te présenter à son ami, mais aussi, on en parle beaucoup, Anna et moi,
Il y a comme une différence asymétrique quand c'est eux qui ont choisi de t'appeler par rapport à quand c'est toi qui as choisi de les appeler. C'est essentiellement une personne différente ou dans un autre état d'esprit. Quand c'est toi qui es venu vers eux avec une proposition par rapport à quand ils ont déjà accepté d'eux-mêmes. Au moins écouter ton discours, voir ce que tu fais, essayer d'en apprendre plus sur toi. C'est ça quand tu dis qu'on a pratiquement 100% de prospects entrants pour Piper et ça change complètement tout ce qu'on fait opérationnellement. C'est le nombre de rendez-vous nécessaires pour conclure. C'est la façon dont quelqu'un est intégré à l'offre de service parce qu'il a déjà vu une vidéo qu'on a faite. Ils ont déjà entendu du bien de nous par un ami qui dirige aussi une entreprise et on les aide, tu sais, à produire des Reels Instagram à un rythme incroyablement efficace. Oui, je suis totalement d'accord. Quand on t'appelle régulièrement, tu prends de meilleures décisions, tu évolues, tu peux prévoir des revenus, contrairement à une seule personne qui pioche des noms dans le téléphone de quelqu'un. Et généralement, la personne qui te donne ces noms, c'est genre, ok, je m'en fiche vraiment si ces trois personnes se fâchent contre moi parce que ce ne sont pas vraiment mes amis. Je ne les connais pas vraiment. C'est ce qui finit par arriver. Donc je pense qu'il va y avoir et qu'il y aura continuellement un énorme changement dans, tu sais, le monde de l'assurance. Passer à la profession de, tu sais, par exemple, planificateur financier certifié, où tu sais, là où tu es vraiment concentré sur l'intérêt du client et les conseils qui doivent être donnés. Je suis ravi d'être en première ligne et d'offrir une ressource à ceux qui en ont besoin. Donc, je pense qu'on peut s'amuser avec ça comme dernier point de discussion ici avant que je te laisse partir. L'une de mes thèses principales, si c'est en fait vraiment centrale dans presque tout ce que Piper fait, c'est que je pense que le monde des affaires évolue culturellement vers celui du sport. Donc j'ai grandi, tu étais probablement pareil, soit avant d'aller à l'école, soit en rentrant de l'école, je regardais Sports Center. Comme ça, je pouvais voir, tu sais, les meilleurs moments, suivre tel ou tel athlète. Mais les gens qui grandissent, tu sais, dans le basket, par exemple, Jason Tatum, le meilleur joueur des Boston Celtics, parle du fait d'étudier Kobe et le jeu de jambes de Kobe et comment ça influence ce qu'il fait aujourd'hui. Et il a atteint un tout autre niveau parce qu'il avait YouTube pour pouvoir regarder cette vidéo encore et encore. Je vois les affaires fonctionner de façon similaire, sans manquer de respect à ceux qui ont créé leur entreprise dans les années 60 et 70, mais l'environnement et la concurrence étaient différents, sans Internet ni toutes ces nouveautés. Tu es en concurrence non seulement avec d'autres conseillers, mais aussi avec les robots conseillers, Vanguard et d'autres acteurs absents autrefois. C'est valable pour les agences de marketing comme la nôtre et pour toutes les entreprises. Et l'une des choses que, tu sais, je suppose que beaucoup de professionnels ne considèrent pas forcément, c'est est-ce que je regarde aussi des vidéos en dehors du travail quotidien? Est-ce que je fais ces entraînements supplémentaires pour améliorer mon niveau et rester compétitif? Ce qui m'a enthousiasmé lors de ta présentation sur Wealth Advisor Training, c'est l'idée que fondamentalement, si l'on considère quelqu'un qui développe son activité de conseiller en gestion de patrimoine comme un athlète, c'est en quelque sorte son analyse vidéo. Ils n'ont pas vraiment accès à ce type d'analyse vidéo de manière accessible. Ils ne peuvent vraiment s'entraîner qu'en participant à des réunions ou en observant quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Et tu sais, n'importe quel athlète te le dira, si ton seul entraînement se fait pendant le match, tu vas perdre face à celui qui s'est entraîné sur le terrain. Si tu t'es limité au terrain d'entraînement et au match, tu seras désavantagé face à celui qui a vu les analyses vidéo et fait des répétitions mentales quand il ne pouvait pas forcément être présent en personne. Et surtout, si tu as du mal à obtenir des rendez-vous, tu ne peux pas forcément en créer plus comme par magie. Il te faut quelque chose qui les génère réellement. Je pense que c'est l'autre point qui m'a révélé pourquoi cette entreprise pouvait avoir un impact. Il n'existait pas de plateforme d'analyse vidéo pour quelqu'un qui travaille dans les services financiers et cela va leur permettre de le faire. Que penses-tu de cette analogie? Je suis tout à fait d'accord sur le contenu vidéo et la manière dont notre relation professionnelle a commencé, puisque ta société gère tout le tournage pour AWA. Nous faisons des vidéos trimestrielles et nous réalisons 80 vidéos éducatives par an. Je n'imaginais pas l'impact. Au début, je me suis dit que si un client posait plus de 10 fois la même question, il valait mieux faire une vidéo pour automatiser. Nous allons toujours avoir une conversation personnalisée, mais au moins le client pourra ensuite revoir la vidéo et n'aura pas à se souvenir de tout ce qui a été dit pendant une réunion. Ça a eu un impact incroyable. Mais maintenant, l'aspect des réseaux sociaux, vous savez, la personne moyenne passe 4 à 6 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc simplement publier ces vidéos et faire le bien dans le monde, ça a vraiment aidé notre entreprise à se développer. Et je ne sais pas exactement combien de recommandations reçues proviennent du fait qu'ils ont vu une vidéo ou non. Je sais juste que quand nous sommes partis, nous avions une entreprise à 7 chiffres
Et nous avons doublé cela en un an. La seule chose que nous avons faite différemment, c'est la production vidéo. Donc je recommande fortement à tout propriétaire d'entreprise, même s'il pense qu'il n'a pas besoin de vidéo, le contenu vidéo, c'est l'avenir. Ça va vraiment vous aider à développer votre activité et à rester dans l'esprit des gens, parce qu'en ce moment, chaque entreprise se bat pour attirer votre attention, votre temps. Et l'un des moyens de le faire gratuitement, c'est via les plateformes de réseaux sociaux. Il suffit de créer la vidéo, de développer l'entreprise, de multiplier les conversations, et puis au final, c'est vraiment de la publicité gratuite. Qu'est-ce que tu fais pour rester au top de ton niveau? Si on utilise cette analogie, t'entraîner, être sur le terrain pendant le match, analyser les vidéos de match, qu'est-ce que tu fais concrètement? Ton entreprise a eu un succès hors norme. Tu as parlé d'aller chercher ses mentors. Tu as parlé de lire différents livres et textes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais pour continuer à fonctionner à un niveau élevé, de façon constante? Oui, je dirais que l'essentiel, c'est d'avoir d'excellents mentors et coachs. Donc tu sais, en ce moment, j'ai 2 coachs, et ils me demandent de rendre des comptes sur mes objectifs et de veiller à ce que je prenne soin de moi, etc. Avoir, tu sais, des routines est extrêmement important. Il y a, je pense, un équilibre, et c'est d'ailleurs le nom d'un cabinet, mais il y a un paradoxe. Il faut de l'espace pour la créativité et il faut aussi des routines pour la discipline et pour réussir. C'est trouver, tu sais, que si tu peux passer de 1 à 10, si tu arrives à 9 assez rapidement, et qu'il te faudrait 10 fois plus de temps pour passer de 9 à 10, alors arrête-toi à 9. Donc comprendre à quel moment la discipline détruit la créativité et à quel moment la créativité détruit la discipline, c'est ça le paradoxe. Ce n'est qu'un exemple. Il s'agit donc de réfléchir à mes principales forces. Comment ces forces peuvent-elles devenir mes pires faiblesses si je ne suis pas intentionnel et proactif à leur sujet? Donc je pense que l'un des meilleurs moyens de rester au sommet de son art, c'est d'être vraiment conscient de soi, d'avoir la bonne discipline, de se donner de l'espace pour la créativité, de lire un livre par mois, et puis c'est aussi les personnes dont on s'entoure. Entourez-vous de personnes qui évoquent un peu de grandes idées, pas de celles qui parlent des autres. Très bien. Ensuite, j'ajouterai une question un peu égoïste à la fin, comme toujours. Nous venons d'embaucher un nouveau responsable des opérations. Elle a fini, je pense que c'est sa 4e semaine. Elle travaille très bien. Comment éviter de tout gâcher? C'est une... À cela, mais il n'y a que du positif, n'est-ce pas? Une conversation directe n'a jamais d'inconvénient, apporte un grand avantage et son absence peut être préjudiciable. Je pense que j'étais hésitant parce que j'étais tellement on aurait dû le faire plus tôt. On aurait dû le faire plus tôt. J'étais hésitant parce que avant, les seules personnes qu'on n'avait jamais embauchées étaient des monteurs vidéo et je me disais OK, je sais ce qu'est un bon monteur vidéo. Je peux un peu me dire voilà le critère, voilà le critère, voilà le critère qui montre qu'ils ont le niveau requis. Mais pour les opérations, c'était comme si en gros, je laissais quelqu'un entrer dans mon système vraiment nul pour le regarder et se dire waouh, ça a besoin d'être retravaillé. Je ne sais même pas comment les corriger, sinon je l'aurais déjà fait. Elle serait bien meilleure qu'aujourd'hui. Donc c'est clairement quelque chose où je sais que c'est moi qui dois évoluer pour que tout soit aussi bien que possible, mais c'est vraiment intimidant. Et chaque propriétaire d'entreprise que j'ai rencontré, moi y compris, prend trop de responsabilités pour tout ce qui concerne l'entreprise. Parce que, vous savez, on y pense tout le temps. Donc laisser cette personne faire des erreurs, échouer et apprendre de cela lui permettra de grandir 10 fois plus vite que si on la gérait de trop près. Matt, c'était fantastique. Je veux que les gens découvrent tout ce que tu fais en ligne et voient certaines vidéos que nous avons faites pour toi. Quelles coordonnées donner aux personnes intéressées? EYLLC.com, c'est le premier endroit où aller. Et puis, nous sommes aussi sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook. Je ne suis pas sur Instagram, mais l'entreprise y est. Exactement. Faites la promotion de votre LinkedIn. Allez-y. Super. Nous allons mettre tous ces liens dans les notes de l'émission disponible sur goingdeeperterian.com/goingdeepwithdarian.com podcast pour chaque épisode de l'émission et dans le lecteur de podcast, là où vous écoutez probablement ceci en ce moment, dans les notes de l'émission. Mais avant de te laisser partir, Matt, j'aimerais te donner le micro une dernière fois pour lancer un défi personnel concret à notre audience. Eh bien, créer du contenu vidéo, engager Piper, non c'est sérieux. Je dirais que la deuxième chose, mais c'est un exercice que j'ai récemment fait avec l'un de mes coachs. Ça s'appelle en gros la roue de la vie. Donc vous évaluez chaque domaine de votre vie comme un petit secteur qui forme une roue. Il y a, vous savez, les finances, les relations personnelles.
Il y a la santé spirituelle, les objectifs professionnels, et il y en a 6 ou 7 comme ça. Donc j'ai fait l'exercice et elle m'a dit, vous savez, évaluez chacun de 1 à 10. J'ai peut-être noté les relations personnelles à 8. On se demande alors comment passer de 8 à 10 et améliorer cela. Quelles étapes me permettront d'y parvenir en 12 mois? Sur ma roue, tout était à 8 ou plus, sauf 1 ou 2 domaines en dessous. Et puis la visualisation était la suivante. D'accord, imagine que tu as un domaine à 6, un autre à 5 et le reste à 8. Cette roue ne va pas tourner correctement. Donc simplement le faire, prendre le temps de réfléchir sur soi-même et s'assurer que tu vis une vie équilibrée, ça m'a personnellement aidé à me calibrer et à prendre de meilleures décisions. Peut-être viser 9 partout. Je préfère tout avoir à 9 plutôt que 2 domaines à 10 et 5 à 3. Donc vivre une vie équilibrée et avoir la capacité de réfléchir sur soi-même et d'être conscient de soi pour faire cet exercice tous les 2 mois a eu beaucoup d'impact. J'aime ça parce que, premièrement, ça t'oblige à rendre les choses vraiment claires. Par exemple, si tu mets un 5 ou un 6, tu dois vraiment choisir un chiffre et y réfléchir sérieusement. Si tu n'es pas équilibré, tu auras beaucoup de problèmes. Sans aucun doute. Merci de m'avoir invité. Matt, merci d'être venu sur le podcast. On a eu une discussion approfondie avec Matt Blocky. Passe une excellente journée et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Mon entretien avec Matt, visitez wealthadvisortraining.com pour en savoir plus sur l'entreprise. Pendant que vous êtes sur YouTube, regardez notre entretien précédent avec Brent Johnson où nous expliquons l'origine de sa théorie du milkshake du dollar. Nous parlons de son parcours chez Crédit Suisse à ses débuts, avant qu'il ne trouve la voie qu'il suit aujourd'hui, et nous analysons les implications d'un dollar en hausse pour les entrepreneurs du monde entier. Allez voir ça.